10 jours donc après la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre, le gouvernement a été annoncé hier soir en France. Les ministres ont été nommés ce lundi par le président Emmanuel Macron sur proposition du nouveau Premier ministre. Le nouveau gouvernement français, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui dans l'invité du grand journal Média Morning. Et pour cela, nous sommes en direct avec M. Moustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste. Bonjour Moustapha Tossa et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors après plus d'une semaine d'attente, l'équipe gouvernementale du Premier ministre François Bayrou est enfin connue. Un mot sur ce nouveau gouvernement. Alors, il y a une impression qui domine ce matin, c'est que la montagne a accouché d'une souris et que la grande surprise à laquelle personne ne s'attendait en fait, c'est le retour des anciens premiers ministres, comme Elisabeth Borne, comme Manuel Valls. Alors, c'est vrai que François Bayrou avait promis un gouvernement de poids lourd, de personnalités extrêmement importante dans la scène politique française. Il est parti jusqu'à proposer au chef des partis français de rentrer dans ce gouvernement, mais on se retrouve avec des revenants et c'est la symphonie des revenants. Et ça, il n'est pas certain que ça va faire plaisir à beaucoup parce que beaucoup d'observateurs estiment que cette personnalité-là, justement auxquels François Bayrou a fait appel, ont été déjà sanctionnés, soit par le suffrage universel, par des élections, soit par une motion de censure. Donc, il y a là quelque chose qui dérange parce que François Bayrou a fait appel à des gens qualifiés, entre guillemets, de perdants devant les Français. Comme vous venez de l'évoquer, M. Tossa, parmi les principales nominations de ce gouvernement Bayrou figurent Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne à l'éducation nationale, Manuel Valls aux Outre-mer, des anciens ministres qui font donc leur entrée dans le gouvernement. Comment expliquer ce retour ? Alors justement, dans son service après-vente, François Bayrou était l'invité hier soir de la chaîne de télévision française BFM. Il a essayé d'expliquer pourquoi et lui, il mise sur le fait, ou il explique cela par le fait de faire appel à des gens qui ont de l'expérience politique, qui ont des traits de caractère, qui ont un vécu politique en France et non pas uniquement des gens de la société civile qui n'ont jamais exercé de fonction politique. Donc le fait de miser sur l'expérience. Mais même cet argument n'explique pas tout. D'abord, Manuel Valls est en rupture de banc avec le Parti socialiste. Il est lourdement détesté par la gauche radicale et je crois que Manuel Valls est comme un chiffon noir, un chiffon rouge plutôt, que François Bayrou montre devant cette gauche. Pour ce qui est de Gérald Darmanin, jusqu'à la dernière minute, on disait que Gérald Darmanin allait prendre le ministère des Affaires étrangères parce que c'est le poste qu'il voulait depuis des années. Et jusqu'à la dernière minute, François Bayrou a refusé parce qu'il ne voulait pas déplacer son ami Jean-Noël Barrot. Il l'a maintenu aux Affaires étrangères et donc il a donné la justice à Gérald Darmanin. Ce qui nous donne un homme de droite radical comme Bruno Retailleau à l'intérieur et un homme de droite comme Gérald Darmanin à la justice, et ce qui préfigure une vision beaucoup plus droitière de la politique à venir entre le duo Darmanin-Retailleau. Donc voilà un petit peu l'impression qui domine face à ce gouvernement. Certaines personnalités ont conservé leur ministère dans ce gouvernement après la censure du gouvernement de Michel Barnier. Que pensez-vous de ces reconductions ? Oui, c'est vrai qu'il y a à peu près 19 ministres qui ont conservé leur poste. Et ça va à l'encontre pour l'opinion française, pour les observateurs, ça va à l'encontre. Cela veut dire que Emmanuel Macron
et François Bayrou n'ont retenu aucune leçon des différents échecs qu'ils ont subis récemment, que la gouvernance Macron a subi récemment, à savoir des échecs aux européennes, des échecs aux législatives, une censure contre le gouvernement Michel Barnier et maintenant François Bayrou. Alors il y a un autre échec, et je crois que c'est un des plus importants échecs qu'a connu jusqu'à présent François Bayrou, c'est son incapacité à séduire et à convaincre les personnalités du Parti socialiste à rejoindre ce gouvernement. Alors les socialistes l'expliquent de la manière suivante. François Bayrou n'a pas voulu s'engager, promettre de démanteler la réforme du système de retraite. C'était la seule condition, c'était une des grandes conditions posées par les socialistes pour rentrer dans ce gouvernement. Et François Bayrou n'a pas pu donner cette promesse parce que Emmanuel Macron ne veut pas qu'on démantèle son bilan. Et son bilan, c'est d'abord la réforme de la retraite. C'est ce qui fait que les socialistes ne soient pas rentrés. Il y a des personnalités apparentées à gauche ou apparentées socialistes qui sont dans le gouvernement, mais ils n'ont aucun poids au Parlement et ils n'ont aucun poidd dans la galaxie de gauche. François Rebsamen, qui est âgé de 73 ans, qui était déjà un macroniste de première heure, et Emmanuel Valls, qui n'est plus de gauche ou n'est plus considéré comme socialiste. Au contraire, il est critiqué, lourdement critiqué par la gauche. La formation de ce gouvernement intervient dans un contexte politique et économique très particulier. Le premier conseil des ministres de François Bayrou aura lieu le 3 janvier prochain. Selon vous, quels sont aujourd'hui les dossiers les plus brûlants qui attendent le gouvernement Bayrou ? Alors, le dossier le plus brûlant, le plus urgent, c'est le vote d'un budget. Jusqu'à présent, on est en train de prolonger ce qui a été fait l'année dernière. Il faut voter un budget. Il faut d'abord construire un budget 2025 et le voter. Donc, ça sera une des grandes priorités urgentes pour le gouvernement Bayrou. Et il faut dire aussi que ce gouvernement est né avec un mini psychodrame qui s'est joué devant les Français, notamment lorsque François Bayrou avait proposé à une personnalité de droite des Républicains comme Xavier Bertrand. Il lui a proposé le ministère de la Justice et la veille et le lendemain, il l'a appelé pour lui dire: je ne peux pas te donner le ministère de la Justice parce qu'il y a des pressions du Rassemblement national. Et cela a donné l'impression que ce gouvernement Bayrou, comme Michel Barnier, subit un petit peu le chantage, la pression de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Et ça nous montre un petit peu, quels que soient les dossiers qui vont être évoqués lors du Conseil des ministres ou bien lors de la déclaration de politique générale le 14 janvier, ça nous montre que ce gouvernement n'a pas beaucoup de différence avec celui de Michel Barnier. Il est toujours à la merci de Marine Le Pen et du Rassemblement national qui peuvent à n'importe quel moment voter une motion de censure avec la gauche radicale et faire tomber le gouvernement. Ça nous donne une idée de la fragilité du côté éphémère et provisoire que ce gouvernement peut vivre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ce nouveau gouvernement saura-t-il trouver des chemins d'entente au Parlement, essentiellement face à l'opposition ? Alors, il y a une date qu'il faut absolument surveiller, c'est la date du 14 janvier. Il va, normalement, logiquement, François Bayrou va faire sa déclaration de politique générale. On ne sait pas s'il va demander la confiance ou pas. Michel Barnier ne l'a pas fait. Donc, on ne sait pas s'il va demander un vote de confiance. Donc, s'il y a un vote de confiance, on verra. S'il demande un vote de confiance, on verra qui va le voter. D'un autre côté, pour ce qui est du budget, dans sa interview hier, François Bayrou a promis de ne faire appel au fameux 49.3 pour faire passer une loi qu'en extrême urgence. Donc, pour lui, il n'ira pas jusqu'au 49.3 parce que quand on dit motion de censure, ça veut dire que le gouvernement a fait appel au 49.3, ça veut dire qu'il a privé les parlementaires de vote et de discussion. Et donc, il y a une motion de censure qui s'implique automatiquement. Si le gouvernement Bayrou évite de faire appel au 49.3,
il y a peu de chances qu'il y ait une motion de censure, d'autant plus qu'il va essayer de trouver des coalitions et donc de bénéficier de cet appui, entre guillemets, indirect que lui procure le Rassemblement national. Mais n'empêche, malgré tout, malgré toute la bonne volonté de François Bayrou, malgré aussi le fait qu'on dit que le Rassemblement national ne va pas forcément faire tomber un deuxième gouvernement en l'espace de quelques semaines, malgré tout ça, il reste une fragilité structurelle de François Bayrou parce qu'il ne dispose pas d'une majorité confortable et absolue au Parlement, et il sera toujours à la merci des parlementaires, à la merci du mood politique qui va régner sur le Parlement, et il sera surtout à la merci de Marine Le Pen le jour où elle voudra le faire tomber, et elle aura les moyens parlementaires de le faire tomber. Le Parlement a donc voté en urgence la loi spéciale, une loi spéciale, mais la France, le pays, devra se doter d'un budget plus précis pour l'année 2025. Pensez-vous, une dernière fois, est-ce que l'ombre d'une motion de censure potentielle plane-t-il toujours sur ce nouveau gouvernement ? Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, la France fonctionne avec une prolongation, entre guillemets, presque automatique de l'ancienne loi de l'ancien budget, de l'ancienne loi de finances qui gère la France. Mais n'empêche que tout nouveau gouvernement doit concocter, fabriquer un nouveau budget et une nouvelle loi qui va gérer le pays. Donc tout dépend de ce que François Bayrou va mettre dans cette loi. Est-ce qu'il va faire des concessions au Rassemblement national? On se rappelle, pour le gouvernement Barnier, c'est parce que Michel Barnier a refusé de désindexer les retraites, et il a refusé de faire quelques concessions à Marine Le Pen, que Marine Le Pen a décidé, sous prétexte qu'elle défend le pouvoir d'achat des Français, de le faire tomber. Donc toute la question est de savoir, est-ce que François Bayrou va faire ce genre de concessions pour s'éviter une motion de censure et de défiance? Mais si on veut analyser la situation, la motion de défiance, le fait de faire tomber le gouvernement maintenant, que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon, est moins une question de budget qu'une question d'agenda et de timing politique. Peut-être que Marine Le Pen estimera qu'il n'est pas nécessaire pour elle, qu'il n'est pas indispensable pour elle de faire tomber le gouvernement maintenant, à un moment donné, en fonction de son agenda judiciaire, parce que le 31 à la fin du mois de mars, on saura la décision du tribunal français concernant son inéligibilité. Donc, il faut suivre, il faut percevoir et comprendre cette volonté de faire tomber le gouvernement de la part du Rassemblement national en fonction de l'évolution de l'agenda juridique à son égard. Monsieur Moustapha Tossa, je vous remercie pour cet éclairage, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Oui.